En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sagnudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur diplôme via des VAE, validation des acquis de l'expérience. En dehors de ma surface a intégré Podio, le studio de production de podcasts spécialisé dans le sport. Aujourd'hui, notre invité est Abdes Bouadou, ancien international marocain qui a joué en France, à Nancy, Rennes et Valenciennes, en Angleterre, à Fulham, en Grèce, à l'Olympiakos et bien évidemment au Qatar. À nos côtés, il retrace son parcours et ses différentes expériences et nous abordons des sujets de société très forts, comme sa fierté d'être franco-marocain ou encore sa relation avec l'Algérie, qui lui a valu d'être au centre d'une véritable affaire d'État. Aussi, il nous explique son combat quotidien pour les travailleurs au Qatar depuis plus de 10 ans et ce qu'il vit actuellement au Bénin, pays qu'il adore. Bonne écoute! Bonjour Abdes, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Ouais, je suis très content. On est obligé de faire ce podcast à distance. Mais voilà, j'espère qu'on se verra très prochainement. Donc en tout cas, merci d'avoir accepté de discuter un peu de foot et de voyage ensemble. Je pense que tu as un bon parcours de foot et de voyage. Le plaisir est partagé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et après on commencera notre voyage? Pas de problème. Je m'appelle Abdeslam Ouadou. On m'appelle donc Abdes pour aller plus vite. C'était mon premier entraîneur du quartier à Jarville Jeune Football dans la banlieue de Nancy qui m'a donné ce surnom-là parce que ça allait plus vite. Et depuis, je suis connu sous le prénom en tout cas sous le surnom d'Abdes. J'ai 44 ans. Je suis un ancien joueur professionnel. Ancien international marocain. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis arrivé à l'âge de 2 ans en France, exactement en 1980. Mon père était déjà en France depuis 1970 et donc il a bénéficié de cette loi du regroupement familial qui nous a donné la chance de pouvoir découvrir un grand pays qui est la France et dans lequel j'ai été éduqué, j'ai été élevé et pour ça je serai à jamais reconnaissant envers la France. J'en ai acquis la nationalité et la France fait partie intégrante de ce que je suis. Je suis franco-marocain. Tu te présentes comme ça? Pour toi, c'est important? C'est très important et le Maroc aussi est une partie de moi, c'est mon histoire, c'est mes racines. Au-delà d'être binational, on verra peut-être dans mon parcours après, je suis un citoyen du monde. Oui, on va le voir. C'est important pour toi, ce sujet-là, et c'est sûr qu'il va revenir dans notre discussion. Et justement, j'en parlais de ce sujet avec Jimmy Adjovi Boko. On en parlera aussi, qui est important, parce que toi, qui est au Bénin, elle était très liée à Jimmy Adjovi Boko, vous travaillez tous les deux là-bas. Mais il me disait, moi, je suis l'un et l'autre. Je suis français et béninois. Je suis pas l'un ou l'autre, non, l'un et l'autre. Et c'est important de le mettre en avant. Ah oui, tout à fait. Je suis né au Maroc, donc c'est ma terre natale. Donc je ne pourrais jamais renier un endroit dans lequel on est né, et c'est nos racines. En revanche, je ne peux pas nier ce que je suis devenu, ce que je suis, le pays qui m'a construit, le pays dans lequel j'ai été instruit. Et d'ailleurs, j'en parle la langue, j'essaie de la parler le mieux possible, même si c'est une langue très, très, très riche. J'en ai appris d'autres, des langues, mais je crois que la France, le français, pardon, est la langue que je maîtrise le mieux. Alors, pour vous dire, paradoxalement, je ne lis pas l'arabe, puisque je ne l'ai pas appris. Je ne l'écris pas non plus. Bon, je comprends l'arabe dialectal que l'on parle au Maroc, mais l'arabe littéraire, pour moi, est incompréhensible parce que je ne l'ai pas appris. Donc, quelque part, on se retrouve un peu dans ce carrefour des pays qui fait qu'on se reconnaît dans le Maroc et dans la France. Ouais, après, il y a le regard des gens qui est toujours assez particulier, aussi bien d'un côté comme de l'autre, où il y a certaines personnes qui vont dire non, mais toi, tu es de là-bas, ou on veut toujours te mettre une étiquette. Moi, j'ai envie de prendre ça comme une force
Et ouais, c'est une identité que les gens n'arrivent pas à vous cataloguer exactement français de pure souche, que des gens, bah, quand vous allez au Maroc, bah, ils vous disent bah ouais, mais tu parles pas l'arabe, ouais, mais tu n'habites pas ici, tu connais pas les particularités, et qui vous le sentez vraiment, ils vous le font sentir que vous n'êtes pas marocain, hein. Et malgré que j'ai porté pendant 14 années le maillot de l'équipe nationale, on vous fait sentir parfois que vous n'êtes pas du Maroc. On vous dit pas que vous n'êtes pas marocain, vous n'êtes pas du Maroc. Donc, euh, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut vous embêter parce que vous avez du mal à vous reconnaître, mais en fait, mon identité à moi, c'est voilà, franco-marocain, ça me va bien et je suis très fier de ça. J'inculque ça à mes enfants, le respect, la tolérance de tout le monde, et ça me va bien. Même si, comme vous le dites, c'est pas la réalité de tous les jours, hein. Je suis pas dupe, hein. La réalité de la société et du quotidien peut nous rattraper. Mais bon, parfois je tourne le dos, parfois je rétorque quand c'est vraiment virulent. Mais autrement, je vis avec. C'est comme ça fait partie de mon histoire. On ne pourra pas changer toute une société, mais on peut contribuer à sensibiliser les gens. Mais on sait très bien que vous ne pourrez pas changer les mentalités. Justement, bah, donc, forcément, en parlant de tout ça, je peux que parler du fait que tu aies travaillé avec la sélection de l'Algérie. Pour toi, ça a été, c'est que du foot pour toi. Ça a été aussi pour montrer, pour faire passer des messages. Oui, ben c'est en fait ce choix-là, ce choix qui s'est fait quand même après une demande à la Fédération royale marocaine pour pouvoir faire un stage et passer mes diplômes à la Fédération royale marocaine, ce qui est quand même hallucinant. Et vous allez le voir, hein, vous allez le comprendre, c'est que j'ai décidé de défendre les couleurs du Maroc pendant 14 années avec une participation à 4 Coupes d'Afrique, dont une finale en Tunisie. Et donc c'était une fierté pour moi de pouvoir représenter mon pays. Vous savez, quand l'hymne national retentit, quand je mets ce maillot de l'équipe nationale, rouge ou vert, j'ai la chair de poule, hein. C'est quelque chose d'exceptionnel que n'importe quel footballeur professionnel aimerait ressentir. Parce que vous jouez pas seulement pour une équipe, vous jouez pour une nation, vous jouez pour un peuple. Et à la fin de ma carrière, quand j'ai voulu passer mes diplômes, que j'ai demandé quelque part de venir passer mes diplômes là-bas, j'ai écrit officiellement. J'aurais pu venir avec beaucoup d'arrogance et dire, bon, j'ai joué 14 années, j'étais un des capitaines de l'équipe nationale, je suis légitime de ça ou de ça. J'ai suivi une voie officielle. Eh bien, figurez-vous que je n'ai reçu aucune réponse de l'institution fédérale. Et c'est là vraiment que vous dites waouh, les gens oublient vite. Et donc, c'est à partir de là, en discutant avec mon ami, je dirais même pas ami, on a une relation très fraternelle avec Djamel Belmadi, en lui parlant un peu de la situation. Et il me dit, mais écoute, je vais en parler à mon président, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème, mais bon, pour respecter la hiérarchie, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème, mais je vais en parler à mon président. Et vous savez quoi? Dans l'heure qui a suivi, c'est le président de la fédération algérienne de football qui m'appelle en personne, et j'ai été vraiment touché, qui me dit, mon frère Wadou, Djamel m'a parlé de ton cas, écoute, tu es le bienvenu, les portes de l'équipe nationale algérienne sont grandes ouvertes pour toi, et tu viendras, tu nous diras les dates, on t'envoie les billets d'avion, on t'envoie tout. Je ne demandais pas ça, hein, les billets d'avion, j'aurais pu les payer, hein, j'avais les moyens de les payer. Mais vous imaginez cette ouverture d'esprit, cette gentillesse avec un pays que certains considèrent comme des ennemis, la plupart considèrent des ennemis. Mais non, moi c'est du sport, moi c'est des relations, c'est des valeurs. Et pour moi, ce respect du président de la Fédération algérienne de football, de m'ouvrir les portes de sa sélection en faisant fi des problèmes extrasportifs est une grande marque de fraternité, et ça m'a touché. Et ça, c'est des choses qui me parlent, l'empathie, la gentillesse, l'ouverture d'esprit, ça me parle. Et là, on est dans le réel, là, on est dans la réalité. Le reste, pour moi, je me dis que j'ai pas le temps de perdre du temps à me faire la guerre avec les gens pour différentes raisons, et je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc, oui, c'est le cœur qui a parlé, c'est les émotions,
c'est la fraternité au-delà de toute autre considération. Tu savais que tu faisais un truc plus important, plus grand que le football, là, à ce moment-là, d'accepter Mais ce oui, challenge. mais bien sûr, mais les gens qui prennent un peu le temps de réfléchir doivent se dire, mais waouh, quel message la FAF a envoyé et quel message Abdes a envoyé en acceptant ça. C'est-à-dire que le football est capable de briser des murs. C'est ce qui a été fait. Alors, au lieu qu'une certaine presse, je veux dire, s'arrête face à un arrêt d'image sur les valeurs que cette décision a procuré, eh bien, on assiste à des commentaires nauséabonds, je dirais, des commentaires puérils, méchants, pour en fait casser cette action positive finalement de rapprochement, je dirais rapprochement des peuples. Mais c'est là où tu dis quand même c'est un poids énorme sur tes épaules, non? Mais non seulement c'est un poids énorme sur mes épaules, mais ça a été un poids sur ma famille, puisqu'il y a eu des retombées négatives. Que tu vis encore aujourd'hui. Ouais, ça s'est un peu estompé, mais pendant 1 an, ça a été terrible. Des menaces, hein, Ah ouais. des menaces carrément, des insultes racistes via les réseaux. C'est un harcèlement des bots électroniques et des mouches électroniques sur les réseaux sociaux. C'est télécommandé. C'est télécommandé pourquoi? Parce que il y a un ancien sportif qui a représenté le Maroc, qui a décidé de sortir un peu du commun des mortels, de cet esprit conformiste. Et à partir de là, celui qui sort de cette idéologie, on doit l'abattre. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé un peu de me salir en forgeant un peu l'opinion publique. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que le peuple marocain est éveillé et on ne peut pas le duper comme ça. C'est vrai qu'il y a la réalité des réseaux sociaux, mais le peuple marocain connaît la vérité, connaît les valeurs de l'homme que je suis et que je partage. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Et je suis très serein par rapport à ça et je continuerai à défendre ces valeurs de fraternité et je continuerai à voyager en Algérie et je continuerai à aimer ce pays parce que vraiment quand on y est, quand on rentre dans ce pays-là, on se rend compte au fait de la grandeur du pays, de la beauté de ce pays et puis aussi de la chaleur de ce peuple méditerranéen. Et quelque part, quand on connaît la manière dont on a été élevé en France, liberté, égalité, fraternité. Et cette devise-là, que ce soit dans les quartiers, que ce soit partout, on essaye de la vivre au quotidien, même si ce n'est pas réel tous les jours. J'ai partagé des choses avec des chrétiens, avec des musulmans, avec des juifs, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas bloqué dans ma tête. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que l'on dégage en termes de relationnel, en termes de valeurs, en termes de tolérance, en termes d'intégrité, en termes d'honnêteté. C'est ça qui me parle, moi. Mais après, le reste de géopolitique, géostratégie, les problèmes politiques avec d'autres pays, tout ça, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Toi, tu as toujours, tout au long de ton parcours, tu me dis que tu as 4 enfants et une femme, tu es toujours parti en famille dans toutes ces expériences? Toujours parce que vous avez toujours une période, là, quand vous signez dans un club, de mise en place où vous devez chercher votre logement, les écoles, tout ça. Et souvent, les joueurs préfèrent laisser leur famille dans leur pays le temps de trouver le logement, les écoles, tout ça. Et moi, non, le premier jour que je débarque dans un club, je les prends avec moi. C'est vrai que c'est pas facile au début, mais ils sont à l'hôtel avec moi et je partage tout avec eux. Je veux qu'ils vivent les choses et qu'on cherche ensemble le logement. Et moi, c'est très important parce que oui, mes enfants, mon épouse, mes parents sont une énergie pour moi. C'est important. Ils sont une source de motivation. Donc, quand je les vois autour de moi, c'est sécurisant, c'est apaisant et ça me motive. Donc, oui, partout, pratiquement pendant 17 Même ans. en Algérie. Ben, l'Algérie, en fait, j'y habitais pas, j'y allais, je voyageais, mais
Si un jour je dois aller travailler en Algérie, ben, bien sûr qu'ils viendront avec moi et puis ce sera l'opportunité de découvrir un immense pays. C'est un continent, ce pays. Et vous savez, je fais parfois 15 heures, 16 heures, 18 heures d'avion pour aller visiter le Grand Canyon, pour visiter tout ce magnifique paysage. Mais à 3 heures de la France, on a pratiquement un paysage aussi beau, voire plus beau que ce qu'il y a là-bas en Californie. On ne s'imagine pas la richesse du voyage. Je prends l'exemple par exemple d'un joueur. En faisant par exemple 6 pays, on se rend compte qu'en fin de carrière, le gars des fois parle 5 langues qu'il a appris naturellement comme ça. Alors que pour apprendre 5 langues, parfois, il faut faire des cursus scolaires extraordinaires. Mais le gars, il a développé ces compétences-là et c'est réellement des compétences. Et je trouve ça génial. Donc, les enfants, pour moi, c'est la même chose. Le fait de les faire voyager, on leur fait développer des compétences qui peuvent leur servir plus tard. Par exemple, moi, à 21 ans, quand j'ai eu cette proposition en Angleterre, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit: «Mais tu es trop jeune, ne va pas là-bas. En plus, tu sais, l'Angleterre, ouais, il y a des problèmes de gastronomie, il y a des problèmes de nourriture. Tu sais, les Anglais sont très froids», voilà, voilà. Et puis finalement, quand je suis parti là-bas, bah, à Londres, hein, spécialement, après, ce pays-là, j'y retourne tous les ans. Je suis tombé amoureux de ce pays-là, de la langue, même si je l'avais appris, pendant 12 ans à l'école. Et finalement, les Anglais ne sont pas si froids que ça. Il faut juste les connaître, c'est comme tout le monde. Ils sont même, ils ont beaucoup d'humour, hein. Il faut comprendre leur humour. Et non, non, on a des a priori à chaque fois. On a des a priori. Ouais. Ouais. Mais je dis souvent, c'est ça. Hein, je reprends toujours cette citation qui dit que l'ignorance attire la peur attire la haine, et la haine attire la violence. Et toi, après, on va voir que justement, après, tu as eu cette expérience, une belle expérience en Angleterre très jeune. Après, tu es revenu à Rennes. Et après, tu as eu aussi une autre petite expérience en Grèce. Ouais, je suis pas resté longtemps. Alors après mon expérience à Rennes, j'avais besoin bah ouais, d'essayer de toucher un peu le très haut niveau. Le très haut niveau, c'était la Champions League. Et l'opportunité que j'ai eue, c'était à l'Olympiakos. J'avais aussi à l'époque Anderlecht et Sporting de Lisbonne. Et puis, bah, j'ai décidé d'aller là-bas parce que c'est un club vraiment. Ils ont une ferveur incroyable. Ils ont des supporters incroyables. Et puis à l'époque, ils allaient quand même. Ils étaient souvent qualifiés en Ligue des Champions. Donc, je suis parti là-bas très enthousiaste. C'était le club que j'attendais en fait. Des grosses installations, une grosse ferveur. Et en fait, ben, comme j'ai été avec ma famille, ça a toujours été le cas. Et bien là, mon épouse a eu le mal du pays. Ça s'est pas très bien passé. J'étais pas souvent là puisqu'on jouait pratiquement tous les 3 jours entre le championnat, la Ligue des Champions, tout ça. Et puis, elle s'est retrouvée toute seule parce que déjà, elle parlait pas la langue, le grec. Elle avait peur de conduire là-bas parce qu'il y avait énormément de densité là-bas, ça roulait vite. Donc, elle s'est retrouvée cloîtrée à la maison, elle sortait pas beaucoup avec les enfants. Et donc, elle a commencé à entrer dans une phase un peu de dépression. Et puis, bon, bah, forcément, j'ai dû faire un choix, puisque pour moi, à partir du moment où la famille est touchée, il n'y a rien de plus important que la famille pour moi, hein. Donc, le football, à ce moment-là, passe secondairement. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, c'est ça, mais c'est là où c'est intéressant parce que des fois, on comprend pas ses choix, pourquoi il est reparti, pourquoi ça l'a pas fait. Et en fait, si, c'est toutes ces explications derrière, quoi. Ouais, non, en plus, j'ai commencé, j'ai pu gagner ma place. J'ai fait pratiquement, bah, dès le début, 8 matchs titulaires. Il y avait pas mal de grosses pointures là-bas qui sont passées par le Real de Madrid. Voilà, il y avait Rivaldo, Djordjevic, voilà, des gros joueurs quand même. Donc, c'était une belle expérience de côtoyer ces joueurs-là. Nico Polidis, le gardien champion d'Europe. J'étais avec Didier Domi là-bas, justement. Euh, qui était un peu de ma génération. Non, c'était intéressant. C'était un cap vraiment au-dessus par rapport à ce que j'avais connu en termes de ferveur. Mais bon, c'est comme ça. Ça l'a pas fait ce coup-là. T'es resté 1 an ou 6 mois? Ouais, 7 mois, un truc comme ça, 7 mois. Mais très gentil, très gentil. Ouais, les Grecs que je connaissais pas, mais je me rappellerai toujours. On se promenait avec mon épouse comme ça dans les rues d'Athènes. Et on prenait, on avait acheté quelques fruits, tout ça.
Et les gars, quand ils vous reconnaissaient, quand vous jouiez pour l'Olympiakos, ils voulaient pas vous faire payer. Moi, j'étais un peu gêné et tout. Et je les froissais. En fait, quand j'ai insisté, j'ai commencé à les froisser. Et non, c'est des gens très, très, très gentils qui aiment le football. J'allais au restaurant, par exemple. On allait au restaurant et les gars ne voulaient pas accepter que je paye l'addition. Ouais, c'est ça. Le statut de footballeur dans ces pays de foot, c'est à part. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. J'étais même à un moment donné gêné. Et puis j'en ai parlé à mon ami, là, Stratos, un ami d'Athènes. Et bon, lui, il m'a expliqué qu'il fallait pas que je refuse parce que si tu refuses, tu les froisses et les Grecs n'aiment pas ça. Par contre, bon, c'est dans ces pays-là aussi, c'est le paradoxe, c'est que effectivement, ils peuvent vous transporter très haut. Ben, quand ils vous aiment bien, quand vous gagnez tout ça, mais de l'autre côté, quand ça se passe pas très bien, ben, c'est aussi très chaud. Hein. Donc voilà, il faut accepter. Et on voit aussi tout au long de ta carrière, quand même, tu as à chaque fois aussi un retour à Nancy. Hein. Le Nancy qui t'appelle. Aussi, tu voyages, tu pars, mais il y a toujours un moment où Nancy revient. Ouais. J'ai une relation très forte. C'est la ville qui m'a lancé, c'est la ville qui m'a donné ma chance, c'est la ville qui m'a construit. Voilà, donc forcément, il y a toujours un retour au bercail. Il y a mes deux parents habitent là-bas. J'ai mes frères et sœurs qui habitent là-bas. On habite tous là-bas. Donc oui, c'est quand je suis revenu à Nancy après Valenciennes. C'était pas le meilleur choix que j'ai pu faire. C'est l'affectif qui a parlé parce que le président Rousselot voulait me faire revenir. Il s'était qualifié pour l'Europa League. Il perdait Sébastien Pugrenier à l'époque. Et puis, il avait besoin d'un gars d'expérience qui connaissait bien le club. Et comme ça s'était bien passé à Valenciennes, donc moi, j'avais un besoin de retour aussi à la maison. Et il m'a fait cette proposition-là de revenir, que j'ai acceptée. Et malheureusement, ce n'était pas le meilleur des choix, puisque nul n'est prophète en son pays. Je suis arrivé à Nancy et l'entraîneur ne me voulait pas finalement. Avec qui j'ai joué, on avait une très bonne relation lorsqu'on jouait ensemble, puisque moi, je débutais ma carrière, lui, il arrivait vers la fin, Pablo Correa. Le premier jour, je n'ai pas du tout compris son comportement, son attitude vis-à-vis de moi. C'était un autre homme que je n'avais pas connu quand il était joueur. Et c'est quelqu'un qui s'est transformé, quoi, qui a changé. Je ne l'ai pas reconnu. Et forcément, ça ne s'est pas très bien passé pendant les 2 années. J'avais signé 4 ans. Et puis, quand ça ne se passe pas comme ça, moi, je ne suis pas là pour gratter quoi que ce soit. C'était mon club et je ne voulais pas les pénaliser. Non, c'était choquant. C'était choquant parce que le gars a eu un comportement abominable, hein, je dirais. Hein. Et j'ai résilié mon contrat. Je crois que j'avais un salaire de 150 000 euros comme ça, qui était un très gros salaire à Nancy. Je me suis assis sur mes 2 années de contrat. Quand c'est ton club formateur, quand c'est le club qui t'a construit, qui t'a donné la chance, tout ça, je ne peux pas mettre mon club en difficulté. Et voilà. Mais par contre, mon seul défaut, c'est que je suis un peu rancunier. Et donc, du coup, avec cet entraîneur avec qui j'ai joué, je lui parle plus, quoi. On se parle plus. Et tu n'as pas d'explication encore aujourd'hui ? Non, les explications, c'est que le gars ne souhaitait pas ma venue parce que apparemment le salaire était trop élevé. Et puis lui, à l'époque, il voulait garder à peu près tout le monde au même niveau salarial. Ça l'a dérangé. Il s'est trompé d'objectif puisque à partir du moment où un joueur a signé, bien sûr qu'il doit participer à la concertation pour faire venir un joueur. Bon, le président a fait venir un joueur, et c'est signé, tu dois trouver les mots, tout ça, pour l'intégrer. Tu dois faire en sorte pour tirer le maximum de lui et pas lui faire la guerre. En termes de management, ce qu'il a fait, c'était juste catastrophique. Et après, donc, parce que toi, c'était pas un objectif de fin de carrière, mais on va y venir maintenant. En plus, c'est d'actualité totale, parce que là, tu décides de partir au Qatar, ou en tout cas, tu as cette opportunité de partir au Qatar suite à ce problème à Nancy, parce que sinon, comme tu disais, tu serais resté un peu plus. Quand tu as cette opportunité au Qatar, qu'est-ce que tu en penses à la base, et est-ce que c'est comme on imagine, niveau financier, c'est des choses des propositions qu'on peut pas refuser?
Oui, ben, moi, en fait, comment je me retrouve au Qatar, c'est que j'en parlais là juste avant, c'est que Correa m'a tellement dégoûté du football, très honnêtement, hein, que moi, je voulais mettre un terme à ma carrière parce que j'étais revenu à Nancy, en fait, pour jouer et pour terminer ma carrière, quoi, avec un plan de reconversion derrière. Donc, ma première idée, d'arrêter le foot. Et pendant cette période de réflexion, j'ai un coup de fil de Jamel, Belmadi, avec qui j'ai joué à Valenciennes, et avec qui on partage beaucoup de choses en commun, que ce soit sur le plan du football, surtout parce qu'on discutait beaucoup football. Il a construit un club là-bas qui aujourd'hui, qui a pris vraiment une dimension importante. Ils sont partis de rien, et c'est un club qui a commencé en deuxième division, qui s'appelait La Rouya. Aujourd'hui, ça s'appelle Douhail. Et bon, il m'avait proposé de venir lui donner un coup de main. Il avait le droit à 4 professionnels. Il avait fait venir Aruna Dindan, Bakary Koné et moi, plus un joueur asiatique. Il m'a tout de suite tracé les objectifs, hein. Il m'a dit, écoute, je te fais venir, mais c'est pour être champion, hein. On va pas venir ici pour jouer les petits bras. On monte de deuxième division, mais je veux créer l'exploit. Et c'est étonnant parce qu'il avait déjà fait le coup avec l'Algérie dernièrement. Quand il s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique, il a surpris tout le monde en disant je vais là-bas pour gagner la Coupe d'Afrique. Et il y a des gens qui l'ont pris pour un fou. Finalement, ben, il est parti, il a gagné la Coupe d'Afrique. Il avait fait la même chose à Dohel. Il me dit je pourrais être champion. Ok, on y va. Je dis, bah, je sais pas, peut-être. Je lui dis, t'es sûr des objectifs? Tu viens de monter quand même, tu peux pas revoir tes objectifs. Il dit, non, 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 je connais bien le championnat, je vais monter une équipe et on va aller gagner le titre. Et donc, on a été champion, effectivement. Pour les raisons qui m'ont amené là-bas, très honnêtement, pour certains, oui, c'est des questions pécuniaires, mais pour moi, c'était la curiosité vraiment de découvrir et de terminer ma carrière dans un pays musulman. Ah ouais, ça t'attirait de voir ça? Ouais, en fait, ben, mes enfants sont bien évidemment donc musulmans et je voulais les rapprocher un peu plus de la réalité de leur religion, voir comment ça se passe vraiment dans un pays musulman. C'était ma première idée. Et puis, en allant là-bas, ben, franchement, je suis reparti dégoûté, quoi. C'était terrible, non, c'était pas du tout en termes de respect, de la dignité humaine, de tolérance, en termes d'honnêteté, tout ça, toutes ces valeurs qui me parlent. J'ai dit waouh. Tout de suite, tu t'es rendu compte que ça allait être compliqué, t'allaient pas partager les Non, mêmes pas tout de valeurs? suite, Non. pas tout de suite, parce que la première année, globalement, ça s'est bien passé parce Ouais, que parce que tu gagnais. Hmm. j'étais dans le club on gagnait, mais j'étais dans le club du prince, du prince qui allait devenir émir, qui est émir actuel. Donc, lui, il est très réglo, hein. C'est souvent les gens autour de lui, quoi. Et c'est souvent c'est la deuxième année qui a posé problème. Là, T'as changé j'ai, de j'ai, club? j'ai changé de club et par rapport à, je veux dire, à leur souhait, hein, parce que Ouais, tu décides les pas grand-chose objectifs, là-bas, j'ai l'impression. non, non, les objectifs ont été atteints. On a été champion, on a été la meilleure défense. J'ai été meilleur défenseur là-bas. Et je suis revenu de vacances. On m'a dit, il faut que tu changes de club. OK. J'ai essayé de résister un peu en disant, oh, mais ça se passe comme ça au Qatar. Donc, on m'a envoyé dans le club du beau-père du prince. Donc, c'est Ok. un échange Mais comme tu ça. re-signes un nouveau contrat? T'as re-signé un nouveau contrat à ce moment-là? Ou c'est le même? Je re-signe exactement le même contrat. Voilà, c'est juste que je change de club. Là-bas, j'ai vu en fait tout ce que je ne devais pas voir, quoi, hein, toutes ces choses-là. Parce que bah, c'est pas que le niveau qui te payait pas, parce que là, il y a eu une partie où ils t'ont pas payé, mais tu voyais quoi aussi cette histoire de comment ils utilisent les joueurs, que dès qu'il est pas performant, ils vont dire que finalement il avait pas de contrat, ils vont faire des choses assez terribles pour les joueurs, non? Ouais, Ils vont... c'est ça. En fait, il faut savoir que quand vous allez au Qatar, c'est des leaders, c'est des émirs. Tout le monde pense que les Qataris sont riches. Non, il y a des personnes très proches, je veux dire, du cercle de la monarchie, tout ça, de la famille régnante, qui sont, oui, qui sont riches. Mais après, vous avez des classes qui sont moins riches. Et tous ces gens-là sont autour du football et qui profitent du système pour s'enrichir. Donc, eux, leur intérêt, c'est que dès que euh,
il y a des mauvaises performances dans un club, leur souci, c'est tout de suite de changer les professionnels qui ont des gros salaires. Et plus vous changez de joueurs, en fait, eh ben, plus vous avez un mouvement, un flux d'argent et donc de commissions. Et c'est eux qui s'engraissent. Donc, ils ont tout intérêt à changer continuellement de joueurs. Et entre-temps, ben, ils se font des commissions. Et de l'autre côté, les joueurs qu'ils ont virés, eh ben, ils les mettent de côté. Ils négocient avec eux pour accepter le deal de ce qu'ils proposent. Si vous n'acceptez pas, ben, ils vous laissent de côté, vous vous entraînez plus, vous entraînez individuellement. Bon, il n'y a pas que qui font ça, hein. Il y a des clubs européens qui vous font entraîner individuellement. Mais le pire là-bas, ce que les clubs européens ne font pas, c'est qu'ils sont capables de vous couper l'électricité, ils sont capables de plus payer le loyer et de vous mettre, de faire une sorte d'harcèlement jusqu'à ce que vous soyez sur la paille, quoi. Ça veut dire que les joueurs qui n'ont pas une surface financière importante, eh ben, ils vont être poussés à accepter leur deal puisqu'ils se disent ouais, je vais pas rester ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais plus avoir de quoi payer et je vais me retrouver en difficulté. Alors moi, la difficulté, c'est que j'avais mes enfants là-bas, je devais payer l'école française. L'école française, il fallait payer Ouais, ouais, pratiquement on les 2000 connaît les euros. prix. Ouais, environ 2000 euros par trimestre, c'est très cher. Il fallait payer, moi j'ai déménagé mes enfants à l'hôtel pour qu'ils soient dans des bonnes conditions. Euh, Ils m'ont confisqué la voiture de fonction pour que je puisse pas aller à l'entraînement. Pas de problème parce que moi j'avais une surface financière qui me permettait même de rester 3 ans, 4 ans et de vivre normal là-bas. Donc ils m'ont confisqué la voiture. En fait, c'était de l'ego après, hein. J'avais par exemple un X5, je m'en fous hein, des voitures, mais j'avais le comité olympique m'avait passé un X5 pour pouvoir aller à l'entraînement. Et quand ils m'ont confisqué cette voiture-là, pour leur montrer en fait ma détermination, le jour même, quand ils me l'ont confisqué, je suis parti dans la concession Porsche et j'ai acheté un Ah Porsche Cayenne. ouais. Voilà, le jour même, j'ai acheté. Et j'allais à l'entraînement avec le Porsche Cayenne et je continuais à répondre présent aux entraînements. Parce qu'eux, ils voulaient quoi de toi? Ils voulaient juste mettre fin au contrat Je ou... voulais mettre fin au contrat et que vous retourniez en France sans aucune indemnité. C'est comme ça, c'est eux qui décident. Et moi, j'ai décidé de leur dire non, ça se passe pas comme ça. Soit vous me prêtez dans un autre club, comme ça se fait, soit vous me transférez dans un autre club, ou alors vous me payez mon année et je pars. Tu étais un des premiers joueurs, non, à avoir osé lever la Ouais, voix. les autres en fait, ils étaient plus en difficulté parce que ils pouvaient pas résister. Au bout de 3 mois, 4 mois, ils étaient en difficulté financière, donc ils acceptaient leur deal. Ils acceptaient parce que souvent ils donnaient 1 mois de salaire ou 2 mois de salaire. Donc les gars, ils préféraient partir au moins avec quelque chose que de galérer. Moi, j'avais décidé de les affronter. Et puis, bah, j'ai eu raison. J'ai même été plus loin, hein. J'ai même été plus loin après en sortant de ce pays, hein. Prendre aussi part au combat pour les travailleurs là-bas, avec la ITUC, International Trade Union Confederation, qui a pris cette histoire via les médias. Ils ont décidé de me rencontrer en Belgique. Je leur ai raconté l'histoire et derrière, on s'est liés pour défendre la même cause. Et c'est à partir de là que on avait demandé à l'époque, il y a 10 ans, on a dénoncé tout ça, des preuves à l'appui, avec des documents, tout ça, que si le Qatar ne respectait pas les bases les plus élémentaires de la dignité humaine, il fallait rattribuer la Coupe du Monde à un autre pays. Et bien, on a fait notre chemin pendant 5 ans, on a mis une très grosse pression. Notre victoire, c'est que le système de kafala, qui est un système, je dirais, de tuteur, pour moi, c'est un système esclavagiste, moderne. On a réussi à le faire abolir. C'est quelqu'un qui garde un peu ton passeport et tu as besoin d'un visa de sortie. Tout à fait, pour pouvoir travailler dans ces pays-là, vous devez être sponsorisé par un tuteur. Ils appellent ça un tuteur, mais pour moi, c'est un maître. Euh, Vous ne pouvez pas louer de maison, vous ne pouvez pas acheter de voiture, vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire si votre tuteur ne vous autorise pas. Vous ne pouvez pas aller voir votre famille à l'étranger si lui ne vous donne pas l'autorisation de quitter le pays. Et c'est ça qu'on a dénoncé, puisque les travailleurs, en tout cas ceux qui ont construit les stades pendant des années, ne pouvaient pas rentrer chez eux pour voir leur famille. Ils étaient bloqués là-bas, puisque l'employeur retenait les passeports. L'émir, en prévision de la Coupe du Monde et avec les pressions des ONG, a quand même modifié le droit du travail. Il a aboli ce système de kafala. Ceci étant, en pratique, je crois que ça continue un peu à exister quand même. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis,
que finalement, quand même, faire cette Coupe du Monde, ça a pu faire améliorer des choses au Qatar. Et est-ce que c'est une bonne chose, du coup? Une bonne chose, je dirais pas que c'est une bonne chose. Moi, je reste sur mes prises de position, certes, qui ont évolué un peu, mais ce que je dénonce aussi, c'est surtout l'hypocrisie ambiante à 2 mois de l'événement, de dire on va boycotter, on va pas mettre les grands écrans dans les villes, on va porter des brassards, on va porter des t-shirts, on va défendre cette cause aussi, ça. Donc, les gens se réveillent à 2 mois de la compétition. 100% des installations ont été construites où le pays a quand même investi des millions, pour pas dire des milliards, dans ces infrastructures. Et je dis, mais bah, où vous étiez il y a 10 ans, quand c'était le moment d'attribuer la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous avez fait il y a 10 ans pour mettre la pression pour pas qu'on ait ces problèmes-là aujourd'hui? Rien n'a été fait. Donc c'est un peu hypocrite à 2 mois de la compétition de dire il faut boycotter. Non, autant il y a 10 ans, moi j'étais l'un des premiers à dire qu'il faut attribuer la Coupe du Monde à un pays qui respecte les droits de l'homme et les bases les plus élémentaires de la dignité humaine, si les choses ne changeaient pas. Mais aujourd'hui, 10 ans après, on a laissé faire. Je dis tout à fait que le Qatar aujourd'hui doit organiser sa Coupe du Monde. Ils ont fait quelques efforts et je crois qu'on doit participer à cette Coupe du Monde-là avec l'optique d'aller voir ce qui se passe dans cette contrée du monde et se servir de cette Coupe du Monde pour essayer de comprendre l'autre. Tout n'est pas parfait, je suis le premier à le dire, parce que tout simplement, j'estime que le football appartient à tout le monde. On n'a pas le droit d'interdire à quiconque de venir regarder un match de football. Donc maintenant, il faut accepter les règles du pays à qui vous avez donné cette Coupe du Monde, mais à l'avenir, être très très vigilant sur les modes d'attribution, le respect des droits de l'homme, de toutes ces choses-là, des libertés individuelles, du droit des travailleurs, des gens qui vont construire les installations du pays organisateur. Et donc toi, ça a dû quand même être des années très frustrantes de te battre, même si d'un côté vous avez réussi à faire avancer certains sujets, mais que personne écoute ici. Non, au contraire, il n'y avait aucune frustration, puisque c'était quelque chose que j'avais vécu. Et je dirais que j'ai de la chance, puisque je suis un ancien sportif, et que j'avais ce qui m'a permis de résister, c'est ma surface financière. Si j'avais décidé de dénoncer ça avec des ONG, c'était pour faire entendre la voix de ces démunis qui étaient là-bas. Et donc, je crois que notre victoire, c'est que, quelque part, et c'est pas facile, c'est qu'on a réussi à mettre la pression sur le gouvernement qatarien pour modifier le droit du travail. C'est vrai que pas beaucoup de personnes en ont parlé, mais ceux qui sont derrière tout ça, c'est la International Trade Union Confederation. Vous savez que j'avais été invité à un congrès à Berlin devant pratiquement 5000 personnes, et ensuite en Angleterre, en Écosse, au Danemark, à Washington, devant plus de 5000 personnes. Donc, quelque part, les médias ont couvert ça, les médias anglo-saxons ont couvert ça. Non, je pense que je le regrette pas du tout. Et encore une fois, c'est toujours dans le but de faire entendre la voix des plus démunis. Ouais, c'est plus que du football, là. Là, on parle pas de joueurs de foot, là. Là, on parle des Non, vrais sujets de... Ouais, on est loin du football, là. C'est exactement. Pour finir avec ça, moi j'ai fait un épisode avec, je te disais tout à l'heure, avec Franck Djadjedje qui a été au Qatar, et lui il me disait que ça s'était très bien passé, exactement ce que tu expliques. Une première année, il avait marqué des buts, ils étaient montés, et à la fin de l'année, il lui montre son contrat, et en fait ils avaient enlevé une page de son contrat. La page, c'était écrit qu'il faisait une année, et s'il montait, il re-signait pour une année, automatiquement, et ils lui ont carrément enlevé cette page, et lui il était avec sa femme et sa fille, et là ils étaient bloqués dans cette salle de réunion, il dit qu'est-ce qu'on fait et tout. Est-ce qu'on va au conflit? Et non, ils ont pris l'avion, ils sont rentrés. Parce qu'il a pris peur et il est rentré tout de suite. Et donc, il s'est assis sur une année de contrat. Et après, il a essayé de les attaquer et il s'est rien passé. Mais là, je vois que c'était en 2014 ou 2015 peut-être.
Donc, je sais pas aujourd'hui où ça en est, mais ces pratiques-là, elles ont quand même continué, ou elles continuent encore, tu vois. Oui, alors, euh, c'est des adeptes de ça, hein. C'est des spécialistes, je dirais. Et encore pire quand vous êtes un joueur de couleur et pour eux, vous êtes un. C'est ça, je vous dis, c'est méchant à dire, hein. Quand vous arrivez, vous êtes un joueur de couleur là-bas, pour eux, vous êtes un esclave. C'est comme ça. C'est très dur, hein, ce que je dis là. Il faut comprendre que dans leur mentalité, vous n'êtes pas un être humain comme eux. Vous êtes un degré en dessous. Voilà. Il y a encore cette mentalité archaïque dans ces zones-là. C'est pour ça que je n'accepte pas ça aujourd'hui au 21e siècle. Mais pour revenir justement à ce paiement des salaires, notre volonté de faire connaître ces situations, cette médiatisation des problèmes de non-paiement de salaire, et paradoxalement dans un des pays qui a l'un des PIB les plus importants au monde, hein, ça arrive, hein, parce que normalement, ils n'ont pas de problème d'argent. Eh ben, euh, je pense que ça a poussé le gouvernement à retirer les budgets aux clubs et de donner la responsabilité au comité olympique, donc qui est gouvernemental, de payer chaque joueur étranger qui vient de là-bas. Comme ça évite les abus. Donc la pression qu'on a mis les a obligés aussi à réformer la manière de payer les joueurs. Donc ça peut exister, mais moins. Le bruit qu'on a fait a servi à quelque chose. C'est important de le dire, et en tout cas, félicitations à toi et à tous ceux qui travaillent pour ça. Juste avant de conclure, pour finir sur ce thème du Qatar, qui est terrible dans tout ça, avec l'expérience, j'ai 44 ans aujourd'hui, il y avait des footballeurs qui étaient dans ce cas-là, au Qatar, il y avait des professeurs, il y avait des chefs d'entreprise, et quand vous avez un profane ou des profanes qui décident de dénoncer ça, mais qu'est-ce qui se passe souvent? Toute la communauté des gens qui vous entourent ou qui avaient l'habitude de faire des choses avec vous, vous savez ce qu'ils font? Ils tournent le dos parce qu'ils ont peur de se faire éclabousser par ces affaires-là. Et c'est là qu'on voit la lâcheté, je dirais, la lâcheté de l'homme qui n'a de cesse que de protéger finalement ses intérêts en oubliant que ça peut lui arriver un jour. Mais parce que c'est ça, tout le monde se tait, en fait. Ouais, non, mais c'est difficile. Mais moi, par exemple, euh, je suis très content, hein, très fier du combat que j'ai mené. Mais à l'époque, je pouvais jouer encore. Moi, j'ai arrêté parce que je voulais passer à autre chose, passer mes diplômes d'entraîneur, tout ça. Mais à l'époque, je sais que je ne retrouvais pas de club. Pourquoi? Parce que les gens ont dit, ouais, mais le mec, il a une grande gueule, il parle trop, tout ça. Mais le temps, finalement, donne raison, puisque 10 ans après, il y a tout le monde qui voulait la boycotter. Donc, quelque part, ce qu'on dénonçait il y a 10 ans était quand même justifié. Pour conclure, c'est que j'ai fait un constat à 44 ans quand même, et c'est important de le dire. C'est pour ça que quand on parle de valeurs, quand on parle de respect, de tolérance, tout ça, et que on commence à critiquer des pays comme la France, on commence à critiquer des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, ou des pays européens, on va dire. Tout le monde a des défauts, mais il y a un constat que je fais, c'est qu'en 17 ans de carrière, euh, j'ai joué en Angleterre pendant 3 ans, j'ai joué une dizaine d'années euh, en France et j'ai joué en Grèce, et je n'ai jamais eu aucun problème de paiement. Donc là, sur ce respect de la loi, sur le respect de la dignité humaine, on pourrait toujours trouver des choses à dire, mais on ne peut pas dire grand-chose sur les pays européens. En revanche, c'est pour ça que j'ai été aussi, parce que je suis musulman, je voulais voir comment ça se passait dans ces pays-là. J'ai travaillé dans 2 pays musulmans, le Qatar et le Maroc. Et à 44 ans, j'ai mis une croix sur ces 2 pays-là pour travailler, puisque ces gens qui travaillent pas tous, il ne faut pas généraliser bien évidemment, mais l'écosystème du football dans certains pays musulmans, c'est juste une catastrophe en termes de respect, en termes de transparence, en termes d'honnêteté. Les gens, ils signent des contrats et c'est un contrat de travail. Et du jour au lendemain, les gars, ils changent leur fusil d'épaule et vous n'êtes plus rien. Ils ne vous considèrent pas, ils vous traitent comme des esclaves, excusez-moi, hein, je vais plus, ils vous traitent comme de la merde. Et ça c'est intolérable au 21e siècle, hein.
Je prends l'exemple, par exemple, du Maroc. À part le club des FUS, des phares, tous les clubs sont endettés. Les joueurs courent derrière leur argent pendant des années. Est-ce que ça, c'est acceptable? C'est acceptable quand on fait ce sport. Oui, des clubs peuvent avoir des difficultés à cause du Covid, à cause de pas mal de choses, effectivement. Mais à un moment donné, les joueurs sont payés quand même. Là, si on regarde un peu, les bureaux de la FIFA, de la Chambre des résolutions des litiges, va exploser des dossiers des joueurs provenant du championnat marocain, par exemple. Toi, tu as fait le CDES de Limoges en tant que manager général. Là, en ce moment, tu es en train de passer tes diplômes pour obtenir l'UEFA Pro. Et en parallèle, tu es en poste en ce moment au Bénin avec un projet très, très intéressant et voilà, très ambitieux. Tu accompagnes ce mouvement pour structurer, restructurer le foot béninois. Tout à fait, tout à fait. Alors, effectivement, je suis passé par le CDES. J'ai omis de le dire tout à l'heure. C'est une école qui m'a permis de, de mettre en application mes compétences et de savoir que je détenais ces compétences-là, puisque quand on fait une carrière de 17 ans, on n'a pas l'impression, comme je disais tout à l'heure, on développe des compétences, mais on ne le sait pas. Et cette école-là m'a permis vraiment de repartir déjà à l'école, d'acquérir du savoir que j'avais acquis partiellement et de pouvoir le mettre en application après. C'est des choses qui faisaient partie de mon écosystème et ces gens-là vous aident à les formaliser. Et ensuite, après, oui, j'ai passé l'UFA B, l'UFA A, le DES JEPS, donc à la fédération, puisque c'est un domaine dans lequel je voulais exercer et c'est un domaine dans lequel je peux être utile. Mais au-delà d'être carriériste, ce qui m'intéresse, c'est l'environnement dans lequel j'évolue qui m'intéresse, avec des gens qui veulent construire, qui veulent partir sur un projet avec des valeurs de transparence, d'intégrité, d'honnêteté, voilà, de travail. Et quel que soit le continent où j'apporte cette expérience-là, c'est plus ces valeurs-là qui m'attiraient bien. J'ai atterri au Bénin grâce à Jean-Marc Adjobi Boko, qui est conseiller du ministre. Je fais partie d'un projet, je dirais, unique en Afrique, puisque le gouvernement béninois a décidé de passer à la vitesse supérieure dans la professionnalisation et dans le développement du football. Et pour ça, ils ont donné la possibilité aux sociétés d'État d'investir dans les clubs. En échange, je crois qu'il y a une exonération d'impôts et de taxes. C'est une bonne chose en Afrique, puisque aujourd'hui, on a besoin d'investisseurs, on a besoin de moyens pour développer le football. Et il n'y a pas beaucoup de privés qui sont prêts à investir dans le football, à part sur du long terme. Ouais, sur le long terme, voilà. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose que l'État s'investisse. Ils ont recruté 8 managers, donc ils sont entraîneurs, ils sont directeurs sportifs, ils font tout pour mettre en place une politique sportive. Le gouvernement a construit 24 stades, des petits stades, pour pouvoir travailler. Et puis nous, on est arrivé pour pouvoir mettre en place cette structure des clubs. Et on prend vraiment du plaisir. C'est pas facile, puisqu'il y a beaucoup de travail. Il faut former aussi des gens, faut mettre en place une administration, puisque sans administration, un club ne peut pas fonctionner. Et dans mon cas, par exemple, je suis arrivé, je suis parti d'une feuille blanche. Il n'y avait strictement rien. Et je suis parti pendant un mois au pays pour faire un diagnostic. Et je suis rentré ensuite en France pour écrire un projet pour mon club de l'auto avec un constat et puis des plans d'action. Et mon premier travail, c'était de mettre en place une administration professionnelle, structurée, pour pouvoir faire fonctionner le club. Donc on a mis en place le département administratif, le département communication et marketing, et de l'autre côté, le département financier et juridique. Pour moi, c'est ces 3 départements qui sont très, très importants dans le fonctionnement du club. Et on s'est attaqué au département sportif avec lequel on a mis en place un staff
Et on a débuté le championnat. La première année, on a été champion. On s'est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. C'est un exploit. Et là, cette année, on est plus sur la création du centre de formation pour se pencher un peu sur la formation, puisque j'estime qu'un club sans l'ADN de la formation, c'est pas un club. Bien sûr. Mais c'est un projet incroyable. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui rêveraient d'avoir ce type de projet dans une vie, non? De tout écrire, en fait. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça surtout quand vous avez des gens autour qui veulent vous aider, qui croient en votre projet et surtout qui sont prêts à vous accompagner à ça avec des valeurs. J'ai un modèle que je suis depuis très très longtemps, depuis que je joue en Angleterre, c'est Arsène Wenger. Arsène Wenger, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur. Et effectivement, on peut, les gens peuvent dire, ouais, mais il a pas gagné beaucoup de titres, tout ça. Mais je peux vous dire que ce qu'il a laissé en Angleterre, et ça vaut plusieurs titres. C'est incroyable. Et je suis plus dans ce modèle-là. Et quand on a la chance de pouvoir mettre en place ça, c'est vraiment top, surtout quand on voit mûrir le projet et quand il arrive à maturité, c'est ça qui est intéressant. C'est clair, c'est clair. Après, voilà, il y a des gens, ils vont voir ton parcours, ils vont voir Bénin et tout de suite, ils vont se dire, ah, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Mais c'est un projet énorme. C'est un projet super ambitieux et où t'apportes beaucoup et aussi t'apprends énormément. Et donc ça, franchement, c'est incroyable. T'es parti avec ta famille là-bas? Non, non, ils sont restés en France. Et on avait dans un premier temps réservé donc l'école ici, ils devaient venir. Et finalement, on a eu un contretemps, donc ils sont finalement restés en France, mais ils viennent pratiquement chaque vacances. Ouais, parce que c'est sympa, non? La vie au Bénin, c'est agréable. C'est un pays que j'aime beaucoup, que j'ai découvert par la gentillesse des gens, par leur ouverture. C'est un peuple euh, pacifique. Pour tout vous dire, je vais même au-delà du football, puisque on a décidé avec mon épouse de créer une fondation qui œuvre sur le plan humanitaire, notamment sur la création de forages, sur des interventions de création de dispensaires pour aider les enfants, les femmes à pouvoir se soigner dans les villages, puisque parfois c'est un peu compliqué. Et donc, quand on décide de venir travailler en Afrique, bien sûr qu'il faut essayer d'amener ce professionnalisme, cette rigueur, mais si vous ne l'amenez pas avec un peu d'empathie, c'est compliqué. Et il faut connaître la réalité. Euh, L'Africain est capable de tout donner. Il est capable de se plier en quatre pour vous. Par contre, de l'autre côté, il faut avoir cette proximité, ce côté empathique, tout ça. Il faut aimer. Il faut aimer les personnes. Il faut aimer les personnes. Celui qui n'aime pas les personnes, il ne peut pas travailler en Afrique. Le Bénin, c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément. Et comme tu dis, il doit avoir je sais pas, c'est un pays qui fait un peu rêver. Une histoire très très riche. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une histoire très très riche. C'est un très beau pays. Il y a une faune et flore incroyable. Par exemple, il y a le parc national de Pandjari dans le nord qui est incroyable. Il y a toutes sortes d'animaux qui peut être comparable au parc que l'on voit au Kenya. Il faut savoir aussi qu'il y a une histoire très riche. Et la particularité du Bénin, et c'est une particularité ancestrale, c'est la place qu'occupe la femme sur le plan social, sociétal, sur le plan économique. Elle est omniprésente. J'ai donné l'exemple, par exemple, des Amazones, dont plusieurs films à Hollywood se sont inspirés. Ces femmes qui protégeaient le roi d'Abomey, dont c'était des guerrières, en fait. Hein. C'était son armée. Eh bien, on retrouve cette particularité un peu dans la vie béninoise, du nord jusqu'au sud, où il y a une très grande présence, une omniprésence, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique. Et je trouve que ça, c'est important. À une époque où la parité, le respect de la femme dans certains pays n'est pas respecté, ici, dans toute décision, dans toute réunion, dans toute prise de décision importante, on voit toujours aussi des femmes et on leur accorde énormément d'importance. Dans le gouvernement béninois, il y a une vraie parité et partout, on voit, quand on voyage dans le pays, on voit que la femme est présente et puis elle est respectée. Pour moi, même si c'est un pays qui est en pleine voie de développement, euh, euh, ils sont sur des bonnes bases. Ils sont sur des bonnes bases je dirais, de parité démocratique, tout ça.
Mais donc, le foot féminin, il va aussi se développer. Et j'imagine que c'est aussi un objectif. Ouais, mais il a déjà vraiment bien avancé, hein. Il y a plusieurs équipes nationales, il y a plusieurs équipes nationales féminines et le gouvernement béninois a donné des moyens. Là, ils vont construire un centre de formation pour les féminines et ils ont commencé déjà. Donc non, il y a une vraie place importante et le Bénin est sur des bases de mutation sociale importante. Bon, je ne serais pas surpris que dans une dizaine d'années, que ce pays-là soit un pays référence en Afrique, à l'image un peu du Rwanda, qui, bon, on connaît tous l'histoire du Rwanda, qui a vécu pratiquement 25 années de guerre. Si aujourd'hui, les gens retournent au Rwanda, ils ne reconnaîtraient pas le pays tellement ça s'est développé, mais d'un point de vue positif. Ils ont vraiment un vrai projet de vie. La population a un vrai projet de vie en termes de transparence, en termes d'intégrité, en termes de respect, en termes de travail. Et ça, c'est important. C'est ce que le président Patrice Talon essaye de faire ici au Bénin. Ouais, mais en tout cas, ça donne envie. Je vais devoir venir te rendre visite. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Tu as, j'ai l'appart ici. T'es le bienvenu. T'es le bienvenu. L'accueil ancestral marocain. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour t'être livré. Je sais que tu es très sollicité en ce moment en pleine Coupe du Monde, vu tous tes combats et vu tous tes messages que tu fais passer. Mais merci vraiment à toi. Bah, merci. Puis au plaisir de se voir. Ouais, avec plaisir. Cet échange avec Abdes pousse à réfléchir sur l'importance du football dans notre société. Sa capacité d'analyse et sa lucidité impressionnante lui permettent, via le football, de transmettre des valeurs à la jeunesse du monde entier. Voilà, vous venez d'écouter le 44e épisode de En dehors de ma surface. Hâte de vous faire découvrir le prochain épisode un peu différent, mais qui nous fera encore voyager. N'hésitez pas à faire un tour sur podio.fr, P-O-D-2-I-O, le site de référence pour retrouver les meilleurs podcasts de sport du moment. À bientôt!